Mesdames, Messieurs, je suis ravie de vous retrouver pour cet autre numéro de Moins Femmes sur Dash News. Pour cette semaine, nous vous proposons une immersion dans les milieux du cinéma. Rencontre avec la cinéaste camerounaise Cyrielle Rengou, qui va revenir sur ses documentaires, des documentaires réalisés pour certains dans son pays d'origine. On va revenir sur son parcours et surtout sur ces films qui sont nominés au FESPACO. On retrouve Cyrielle Rengou, elle est avec nous. Cyrielle, si tu es avec nous, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir de vous avoir. Est-ce que vous êtes à des milliers de kilomètres du Cameroun, mais vous restez concentré dans votre travail sur votre pays d'origine? Pourquoi? On vous pose cette question d'entrée de jeu. Disons que je trouve que je trouverai de l'intérêt, de l'inspiration uniquement quand je parle des histoires qui me sont proches, des histoires qui sont connectées à mon peuple, des histoires de gens que je connais et que je regarde avec beaucoup d'amour et de soin. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler de votre... On revient un peu sur votre parcours, de votre premier... On peut parler de documentaire, votre premier documentaire? Alors, ça fait un bon moment que je travaille dans le cinéma et j'ai commencé par la fiction. Bon, je fais indifféremment les deux, fiction comme documentaire. En 2014 ou 15, j'ai fait un documentaire dans le cadre d'un atelier 237 Traveling. Donc ça, c'était ma première rencontre avec le cinéma documentaire. Et depuis lors, je suis complètement tombée amoureuse de cette façon de façonner la réalité et de raconter des histoires. Donc, depuis, j'ai travaillé sur, j'étais en recherche, ça c'est plutôt un long processus. Avec le documentaire long métrage, je travaille dessus, le spectre de Boko Haram. Je travaille dessus depuis 2016, donc ça m'a pris beaucoup d'années, un master en réalisation documentaire pour être en mesure de le compléter. Donc, c'est un travail qui nécessite beaucoup de patience. Donc, depuis lors, j'ai fait mon premier long métrage documentaire qui sort et 4 à 5 autres documentaires court métrages. On va préciser que justement vous êtes aujourd'hui titulaire d'une maîtrise en droit et réalisation de films documentaires, une maîtrise qui était nécessaire pour vous pour pouvoir aboutir votre travail. À la base, vous avez eu une formation en droit. Et comment s'est opérée cette transition? Disons, j'ai étudié le droit avec un idéal, de venir en aide aux plus nécessiteux. Et à la fin de ma formation, je me suis confrontée à une réalité, la réalité de la pratique du droit, qui peut être très brutale et très différente de l'idéal du droit qu'on a de l'école. Du coup, j'ai opéré un changement, mais que je ne regrette pas parce que j'appellerais ça plutôt une extension de carrière, parce que je travaille aussi avec, je suis proche des personnes qui me parlent, des histoires qui me parlent, et au lieu de porter leur cas au tribunal, je porte leur cas, leurs histoires à l'image. Justement, est-ce que c'est cet esprit-là qui vous a guidé lorsque vous parlez du spectre de Boko Haram? Comment est-ce que ça s'est passé? C'est une zone de conflit, une zone à risque, mais vous avez eu ce courage d'aller là-bas parce que pour réaliser un film documentaire, on n'est pas dans sa chambre, on est sur le terrain. Oui, effectivement. Dans cette zone, généralement, ce qu'on a des clichés ou des stéréotypes, c'est que dans une zone de conflit ou une zone de guerre, il n'y a pas la lumière.
tout est noir. Mais dans cette zone, les gens vivent, les enfants rêvent. Il y a une sorte d'espoir, de lumière qui jaillit tout autour quand tout semble sombre. Et je suis toujours attirée par ce côté, cette petite étincelle qui jaillit de l'obscurité. Et le spectre de Boko Haram, c'est tout ça, quoi. C'est l'histoire des enfants qui vivent dans une zone impossible à vivre, même pour les grandes personnes, et qui rêvent, qui font des projections vers le futur, même s'ils ont été personnellement impactés par les atrocités de Boko Haram, ils continuent de vivre et d'être heureux comme n'importe quel enfant à travers le monde. Et ça, c'est quelque chose qui me parle. Lorsque vous êtes dans ce pareil contexte, vous sortez de là la même ou qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un changement profond en vous? La vérité, c'est, disons, la façon dont j'ai été élevée. Moi, j'ai grandi dans un village à Koutaba, auprès de ma grand-mère, de ma mère, de mes grands-parents. C'est dans le département du Noun, à l'ouest Cameroun. Du Noun, oui, oui, c'est dans le département du Noun. Je suis née là-bas et j'ai grandi là-bas. J'ai passé toute mon enfance jusqu'au bac à Koutaba. Et on m'a appris à voir les choses différemment. Ma famille a aimé les petites choses. Les choses simples de la vie. Quand je suis allée en ville pour étudier ou quand je suis allée en Europe, en Amérique pour étudier et travailler, il y a cette essence de la vie qui parfois me manque. Et quand je retourne, quand je vais en totale immersion dans un village pour travailler, pour moi, c'est toujours un retour aux sources et je me sens complètement connectée dans cet environnement et je vois tout avec les yeux d'un enfant de 3-4 ans, d'un adolescent où tout semble parfait, même si la réalité est autre. Donc c'est ça, c'est cette sensation, ce sentiment qui m'anime dans tous mes travaux. Quand je travaille quelque part, j'ai besoin de me sentir en connexion, j'ai besoin de ressentir quelque chose. Et la façon dont, si mon cœur ne bat pas pour un espace, pour les gens, je suis incapable de créer, je suis incapable de retranscrire ce que je sens c'est l'essence même, c'est l'essence même de la création. Il faut se sentir connecté pour pouvoir transmettre ce qu'on ressent à l'autre. Et aujourd'hui, au vu des multiples nominations, il faut dire que presque tout ce que vous proposez est nominé à des festivals. On a de l'âme, on a pareil pour le spectre de Boko Haram, on a Maman juste en sourire. Aujourd'hui, vous êtes par exemple nominé au FESPACO. Qu'est-ce que ça fait? Pour moi, c'est complètement... disons, je vais partir pour répondre à la question. Je vais prendre les choses... Oui, allez-y, allez-y. Toute notre vie d'auteur, on rêve de briller pour le monde entier et le fait d'être sélectionné, par exemple, à un grand festival international, c'est la consécration. Mais c'est différent quand c'est le FESPACO qui reconnaît votre travail. Parce que là, ça veut dire qu'on est adopté chez soi. Ton peuple t'accepte et là, tu te dis, je ne suis pas folle. Ce que je fais, ce n'est pas seulement l'autre qui le voit. C'est reconnu chez moi. Exactement. Donc, c'est une immense joie que j'arrive pas à réaliser parce que j'ai d'abord reçu le message pour le long métrage. Je me suis dit, je peux pas avoir quand même deux films. C'était Maman juste en sourire,
long métrage documentaire, Exact. Maman juste un sourire. Oui. Non, le long métrage documentaire, c'est Le Spectre de Boko Haram. Le Spectre de Boko Haram. Maman juste un sourire, c'est un court métrage. On pourra en parler après. D'accord. De ce court métrage, parce qu'on a parlé du Spectre, mais pas de Maman juste un sourire. J'ai d'abord reçu le message de sélection pour Le Spectre de Boko Haram, le long métrage. Mais j'avais postulé avec le court métrage avant. Je me suis dit, ah, c'est mort. Au moins, je suis contente parce que j'ai un film sélectionné au FESPACO. Et après, genre 1 heure plus tard ou 2 heures plus tard, non, c'est plutôt le lendemain que je reçois le message pour la sélection du court-métrage. Donc, pour moi, c'est une immense joie et j'arrive même pas encore à réaliser. Ouais. Oui. Donc pour vous, c'est déjà une victoire. Être nominé, c'est déjà une victoire. Vous avez le sentiment que le travail que vous faites est reconnu par vos pairs africains, est reconnu sur votre terre. Exactement. Et aussi, on fait le film. Moi, je suis intimement convaincue que je serais triste si je fais mon film pour avoir les prix et pas partager ça avec l'audience, avec les gens. Être sélectionné au FESPACO, ça veut dire qu'il y a le public africain qui va aller voir mon film. Et ça, c'est énorme, c'est une énorme reconnaissance. C'est plus énorme que n'importe quel prix je peux rêver, quoi. Donc, partager mon film avec une audience, c'est d'abord ça mon premier rêve quand je fais des films. Je veux que les gens voient mes films. Parce que voir mes films, ça veut dire que le message est passé. Ça veut dire que ce que je voulais en créant ce moment d'intimité avec les personnages, ça veut dire que c'est véhiculé. Et pour moi, c'est de l'or, quoi. Dans tous les cas, lorsqu'on parle de cinéma, on voit celle du cinéma, ça veut dire regarder un film. Et ce serait un peu injuste pour les téléspectateurs de poursuivre cet entretien sans leur proposer de regarder un peu en image ce que vous faites. Ce à quoi ressemble. On va Maman juste en sourire et on va revenir aussi un peu en image sur le spectre de Boko Haram. On se retrouve dans une poussière de secondes. Kana puripe minha filho. Vya carnivore auzana vya ngainzana la kwana la say indication abai kuikana bon kuikana faltete tamangono na ngiono kuyifaltaba du indini ya runona da ngiono ayaba kwana mauro fulunumba da kwana falte ngiono yeskindi awa kuinde tuma jin mama wana wadane do na da kwana injana matida bom terrat kono na da ya pasota chejo. Voilà, Cyrielle, on va continuer. Il fallait rendre justice à votre travail, regarder ensemble avec les téléspectateurs ce que vous faites. Et aujourd'hui, on salue ce parcours et le fait que ces films soient nominés au FESPACO, car c'est sinon le plus grand rendez-vous du cinéma africain. Lorsqu'on est réalisateur et qu'on a son film au FESPACO, on peut qu'être heureux. C'est l'aboutissement de parfois plusieurs années de travail et de combat. Maintenant,
En tant que réalisatrice, scénariste africaine, vous résidez en Europe. Quelle est la principale difficulté pour exister dans ce monde-là? Je ne réside pas en Europe. Je vis un peu partout. Vous êtes une globe-trotter. Oui, vous êtes une globe-trotter. Ouais. Oui. Mais actuellement, au moment de cet échange... Actuellement, je suis actuellement à Paris parce que la post-production du Spectre de Boko Haram se fait ici. Oui. Et il fallait que je sois là physiquement. C'est pour ça qu'on a préféré dire en Europe, parce qu'à tout moment, même après cet entretien, vous allez bouger. Donc du coup, il est parfois difficile de vous avoir. Oui, c'est vrai. Mais je passe ma vie entre le Cameroun et ailleurs. C'est tout simplement que la plupart du temps, je suis très discrète sur mes déplacements, mais je suis régulièrement au Cameroun 3 à 4 fois par an. Donc, ma vie, c'est entre le Cameroun et ailleurs. Et tous mes travaux, à part les films que j'ai faits quand j'étudiais la réalisation documentaire ici en Europe, tous mes films, tous mes projets futurs, ça se passe, je le ferai au Cameroun. Du coup, je suis régulièrement là pour faire des recherches ou pour reconnecter avec ma famille. Toute ma famille vit au Cameroun, quoi. Bon, dans tous les cas, maintenant, en tant qu'Africaine, comment est-ce que vous avez réussi à percer ce milieu-là? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de solution miracle. Il faut juste trouver sa patte de créateur ou d'artiste et y croire. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires qui ne sont pas encore racontées et qui viennent de l'Afrique. Et il y a plusieurs façons de raconter les histoires. Donc, si chaque auteur ou artiste trouve sa touche personnelle et y croit, parce que, crois-moi, au début, les gens vont te dissuader de poursuivre ta façon de raconter les histoires parce qu'il y a les précédents, comme on le dirait en droit, et il y a les pères, il y a la règle qui existe depuis un siècle. Et la plupart du temps, on veut te confiner à cette unique manière de raconter l'histoire. Mais tu es africain, et il y a plusieurs façons d'approcher ton univers et de raconter ton histoire. Si tu es convaincu et que tu avances avec ta façon unique à toi de raconter ton histoire, tu insistes, ça va être dur, mais il ne faut pas baisser les bras. Et quand la reconnaissance arrive, c'est une explosion. C'est un peu comme quand tu envoies un dossier quelque part, ça va rester dans le tiroir pendant des années ou des décennies, mais tu n'arrêtes pas, tu continues d'envoyer ce dossier ou le même dossier façonné différemment. Un matin, quelqu'un va le lire et cette personne va dire, tiens, ça c'est ce dont on a besoin. On a besoin d'une nouvelle manière de faire. Il n'y a pas qu'une seule façon de raconter les histoires et c'est là où Tapa arrive, quoi. Il faut garder la confiance en soi. Et il y a cette richesse en Afrique. On a tellement d'histoires qui sont à raconter, qui ne sont pas encore couvertes. Et on a des talents. Quand je parle d'Afrique, je parle aussi du Cameroun. On dit impossible n'est pas camerounais. Et je crois fort à ça. Quand je marche ici, je sais que je peux faire n'importe quoi. Je peux devenir qui je veux parce que je suis camerounaise et j'ai été formé dans l'esprit d'impossible n'est pas camerounais. Tout ce que je veux, je peux l'obtenir. Voilà, vous êtes jusqu'au boutiste et positive à l'extrême. Dans tous les cas, on revient avant de se séparer sur cette lumière que vous voulez apporter sur la violence. Vous voulez apporter un autre discours à cette violence en espérant modifier les conversations autour du conflit. Avez-vous le sentiment aujourd'hui, Cyrielle, d'avoir réussi à le faire à travers le spectre de Boko Haram? La vérité, c'est que je suis un peu fatiguée
de cette grosse responsabilité qu'on donne aux auteurs noirs, peu importe qu'ils soient noirs, africains ou noirs américains, de toujours faire des films politiques. Parce que faire des films, l'art et la politique, mais ça ne veut pas nécessairement dire que je dois approcher la politique dans tout film que je fais. Et je veux raconter des histoires des gens à travers mes yeux, mon regard. À travers votre cœur. Ouais. Exactement, parce que leur histoire me parle. Et dans leur histoire, si les gens sont assez... Bon, les gens sont intelligents, mais ils vont faire semblant de ne pas capter. Mais s'ils regardent de très près, ils verront que chaque film, chaque création que je fais est politique. Mais je ne traite pas de politique. Alors, voilà. C'est pour ça que vous avez voulu un peu déconnecter avec Maman juste un sourire. C'est Maman juste un sourire. On en parle? Oui, oui, absolument. Pour moi, c'est une histoire la plus poétique que j'ai eu à raconter dans l'histoire de mes créations. Quand je suis arrivée à Lisbonne, il y a ce quartier qu'on appelle Amadora. C'est le quartier où on a beaucoup de Portugais, d'afro-descendants. Et j'ai passé beaucoup de temps là-bas et j'ai rencontré des femmes comme ma grand-mère, comme ma mère, comme nos voisines au village, des femmes qui se lèvent chaque jour à 4, 5 heures pour aller travailler, des femmes fortes, des femmes noires fortes, des femmes qui inspirent. Et je me suis dit, absolument, si je ne peux pas raconter l'histoire de cette personne, l'histoire de ces femmes qui transcendent complètement l'espace, quelle histoire je peux encore raconter? Et mon personnage principal est en train de faire son deuil, le deuil de ses enfants et le deuil sur sa maman qui est décédée il y a longtemps. Mais comme les deux travaillaient tellement, elles ont commencé, elle a commencé à travailler dans les plantations pendant la période coloniale à Saint-Thomé quand elle avait 6 ans. Et sa mère, toute sa vie, elle a travaillé. Même quand elles ont immigré au Portugal, elles ont tellement travaillé qu'elles n'avaient pas le temps de faire son deuil, d'échanger. Oui, exactement. On sort chaque jour à 5 heures. Ce dialogue mère-fille qui permet la transmission des us et coutumes, un savoir et... Oui. Exact. Et de faire le deuil. Sur tout, et aussi de déclarer, parce que c'est une histoire d'amour où à la fin déclare à sa mère, j'aurais aimé te dire que je t'aime. Et c'est ça, c'est l'histoire des femmes noires, peu importe où elles se trouvent, combien de fois elles sont résilientes, elles sont fortes, elles sont combattantes. Donc, en tout cas, Maman juste un sourire, c'est l'écho de ces femmes fortes, ces femmes africaines qui, au-delà des difficultés, savent transmettre cette chaleur, cet amour et qui sont tellement endurantes. Et je pense que vous êtes l'exemple même de cette endurance-là au travers de vos films. Et on va suivre justement le FESPACO pour voir jusqu'où on vous souhaite en tout cas le meilleur pour le FESPACO et pourquoi pas qu'on rêve aussi un jour vous voir brandir les talons des Yeninga, ça peut arriver. Et on se permet de rêver ici. En tout cas, c'est tout le malheur que je vous souhaite, Cyrielle Ringou. Et merci pour ce clin d'œil cinéma dans Moi Femme sur Dash News. Merci dans votre agenda assez chargé d'avoir trouvé le temps de nous faire ce clin d'œil-là, de nous parler de qui vous êtes, de nous parler du spectre de Boko Haram, de Maman juste un sourire. Ce n'est que 2 dans une multitude de films et il faut dire que si on a insisté sur le FESPACO, c'est juste que nous sommes en Afrique subsaharienne, mais il faut dire que vous êtes même au courant de cette année nominé à plusieurs autres festivals. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir
d'être invitée à Dash et au plaisir de se retrouver. Et merci beaucoup de faire confiance aux réalisatrices africaines. On va continuer de briller pour notre continent et pour notre cher pays, le Cameroun. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir, Cyrielle Ringou. Merci. Bonne suite et on va suivre, comme je l'ai dit, le FESPACO pour voir jusqu'où ira le spectre de Boko Haram. Et après, on vous convie en salle pour voir ce chef-d'œuvre. On a carrément la chair d'épaule à écouter Cyrielle Ringou. Mesdames, Messieurs, c'était Cyrielle Ringou, la Camerounaise, qui est auteure de Spectre, du long métrage Spectre de Boko Haram et du court métrage Maman juste un sourire. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.